The Interview. On a notre interview. Allez, commençons peut-être par les premières questions. Du coup, Benoît, est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi c'est Benoît Grémard, je suis réalisateur de courts et de longs métrages en association, en autoproduction. Donc j'ai une formation autodidacte là-dessus, j'ai fait un tout petit peu de cours de photo et de vidéo à la fac. Et puis après, avec des amis, on s'est lancé dans une association audiovisuelle en 2008. Au départ, en fait, on faisait tout seul, mais tous ensemble, en fait, on était multitâches. Et après, vers 2011 à peu près, j'ai commencé à prendre vraiment la casquette de réalisateur pour faire des films de court long métrage un peu plus, je dirais, un peu plus personnel, mais voilà, là actuellement, donc j'en suis à mon 8e, et là je prépare le 9e court métrage. À chaque fois, ce sont des styles éclectiques, parce que je veux en fait aller à peu près dans toutes les directions pour tester ce volet artistique. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans l'audiovisuel? Enfin, travailler, du coup, c'est plus un passe-temps, d'après ce que je comprends, non? Enfin, c'est un hobby. T'as un vrai métier à côté. Oui. Oui, j'ai un vrai métier. Je travaille dans la formation. C'est vrai, parce que je me suis très tôt en fait rendu compte, notamment à la fac, que faire carrière dans l'audiovisuel en France, ça allait être un petit peu compliqué, et que finalement, si j'embrassais en fait pleinement la carrière avec les études spécialisées puis la carrière audiovisuelle, il y aurait quand même pas beaucoup de chances que je puisse déjà en fait en vivre et puis faire ce qui me plaît avant de nombreuses années. Et comme j'étais en fait un petit peu impatient, je me suis dit bon ben, je vais m'assurer, comment dirais-je, un train de vie, on va dire normal, classique, relativement stable, et à côté, en fait, en passion, je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire du cinéma, raconter des histoires avec des formats courts et longs métrages, et puis voilà, réagir aussi avec l'actualité. Est-ce que du coup, tu peux nous présenter Le Royaume à vapeur? Alors oui, Le Royaume à vapeur, c'est un court-métrage d'esthétique steampunk qui, au-delà de l'histoire, en fait, je voulais faire un court-métrage vraiment à la fois qui adapte une histoire de Jules Verne, parce que je suis grand fan de Jules Verne, et le côté esthétique en fait du steampunk. Justement, ça m'a amené en fait à me renseigner beaucoup là-dessus sur cet univers. L'histoire, elle est simple, ça se passe en fait en Bretagne en 1874. Il y aurait un monstre marin qui fait disparaître des pêcheurs d'un petit village breton. Donc la préfecture, sachant ça, envoie en fait un inspecteur général pour enquêter sur ce qui se passe, et il va découvrir une effroyable machination qui, j'espère, va bouleverser le spectateur de manière à lui faire vivre vraiment un moment exceptionnel dont il se souviendra à peu près toute sa vie. C'est mon objectif. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est au début les scènes d'introduction qui placent bien l'univers dans lequel on se trouve, avec des plans d'ensemble, avec des machines, et je trouve que ça place vraiment bien l'univers. En fait, il y a un côté à la fois raccroché à l'histoire qui existe, parce qu'on parle de personnages existants, hein. On parle de Louis-Philippe, Napoléon III. Et en même temps, ce côté steampunk avec les machines qui vient se disséminer comme ça dans le décor à divers endroits, et je trouve que ça marche super bien. Du moins, au début, ça met dans l'ambiance. D'accord. Oui, effectivement, c'est-à-dire que j'avais fait une petite fac de droit avant d'essayer de trouver un vrai métier, parce qu'apparaître professeur d'histoire, c'est tout ce qu'on pouvait faire, hein. Donc je me suis dit, bon, j'ai un backup en fait en histoire, hein. Bon, j'ai un petit peu de savoir, alors ça va bien, ça va me permettre de construire un contexte, et puis après, à l'intérieur, j'intègre à la fois donc du Jules Verne, que je place aussi dans un contexte très breton, donc c'est pour ça que j'ai un peu réécrit aussi l'histoire de Jules Verne, de manière justement à pouvoir mixer à la fois les différents univers et proposer quelque chose d'original. Et du coup, quelles sont tes sources d'inspiration pour ce film-là? Tu as parlé de Jules Verne. Tu as peut-être des films qui t'ont inspiré, des séries ou même Oui. d'autres œuvres?
Alors oui, tout à fait. Donc, le fond de l'histoire, c'est l'adaptation d'un roman assez méconnu de Jules Verne qui s'appelle Face au drapeau, qui a été publié en 1896 et là, on est dans la période un peu plus pessimiste de Jules Verne, en fait, qui raconte l'histoire d'un inventeur qui invente un missile avant l'heure, hein, enfin, avec un énorme explosif. Bon, certains ont préfiguré que c'était la bombe atomique, mais voilà, l'idée c'était donc d'adapter en fait une œuvre de Jules Verne qui était à la fois assez méconnu du grand public, mais aussi qui disposait de tous les artefacts verniens, à savoir dans le roman, il y a un sous-marin, il y a un méchant charismatique, une sorte de Nemo, il y a un inventeur fou, il y a le rapport à la science, etc. Donc je dirais le degré de Jules Verne. Et à côté de ça, j'ai voulu en fait faire un film qui s'inspire à la fois de l'ambiance du Pacte des loups, également Sucker Punch pour le côté un peu fan service, mais également aussi, et c'est venu après 7 ou 8 versions du scénario, je me suis aussi inspiré de Fight Club pour justement avoir une certaine clé de lecture en fait du film, notamment avec la bivalence du personnage principal. Qu'est-ce qui a été le plus difficile techniquement à réaliser quand on tourne un film comme ça d'époque, steampunk? Alors, ce qui est le plus difficile, alors j'aurais envie de dire, c'est avoir subi les 3 confinements. Mais ça aurait pu arriver à n'importe quel film, steampunk ou pas. Non, le steampunk, ce qui est compliqué avec le steampunk, c'est que la plupart du temps, le steampunk, en fait, c'est le besoin du décor et du costume. Alors le costume, bon, ça peut se trouver, on peut se débrouiller, etc. J'ai eu la chance de trouver avec quelqu'un de formidable qui s'appelle Yulia Nikiforova, qui m'a fait des costumes à la perfection, comme c'est une vraie professionnelle. Donc là-dessus, le premier point était coché. Le deuxième point, le décor. Alors le décor, c'est un gros problème parce que le steampunk, souvent, il se passe dans un univers urbain. Ben moi, j'ai pris le pari en fait de le placer à la campagne, c'est-à-dire en Bretagne, pour m'enlever en fait ces difficultés, tout en essayant de rattraper en fait avec ce que je pouvais pour le côté en fait le côté un peu fantastique et steampunk. Là-dessus, j'ai fait beaucoup de repérages pas pendant quelques années, mais en fait, je les avais fait au fur et à mesure des anciens des précédents projets. J'ai pu en fait me baser sur par exemple des vieux châteaux de style néo-gothique pour déjà commencer à placer à l'ambiance du 19e siècle, tel que le château de Trévarez dans le Finistère, ou aussi beaucoup me baser en fait sur le côté artistique, donc plutôt dérangé, plutôt bizarre, donc steampunk, avec le Naya Museum à Rochefort-en-Terre où j'ai pu tourner notamment sur 2 jours. Là, c'est assez exceptionnel parce que j'ai profité du confinement qui soit fermé pour pouvoir tourner. Sinon, j'aurais jamais pu tourner là-bas. Donc, ça a été ça. La grosse difficulté, donc pour résumer, du steampunk, c'est donc les moyens à mettre à disposition, les moyens matériels, à la fois les décors et les costumes. Et combien de temps a duré le tournage du coup? Je vous ai bluffé là. Oui. Alors le tournage, le tournage devait à l'origine durer 10 jours. Bon. 10 jours. Moi, j'essaye de faire, vous voyez, des tournages dont les jours de tournage s'enchaînent de manière. Vous voyez, vous mobilisez en fait tout le monde pendant une semaine, 10 jours. On tourne en fait au kilomètre. Voilà, tout le monde est content. Mais le problème, c'est qu'il y a eu 3 confinements et que le film qui devait être tourné en 2020, finalement, a fini d'être tourné à mi-2021, avec un gros dépassement de budget, 69%, parce qu'il a fallu rappeler les gens, etc., refaire les locations. Donc voilà, c'était à l'origine 10 jours de tournage, finalement, c'était 12 jours de tournage en Bretagne, dans différents lieux Morbihan, Finistère, de manière aussi à valoriser le patrimoine paysager, urbain, historique de la région. Des questions, Guillaume, Maël? Il y a une question dans le chat, notamment de Mr. Kevin Cat, qui du coup, mais tu as un peu répondu déjà, je suis en train de me dire, qui dit qu'il n'a pas l'impression qu'il existe beaucoup de films ayant le steampunk comme source d'inspiration, et du coup il demandait ce qui toi t'a inspiré. Alors tu as déjà un peu répondu, mais c'est vrai qu'il y a la première partie de la question où il n'y a pas beaucoup de steampunk, donc pourquoi est-ce que tu as choisi un peu ce genre-là? En fait, pour faire un complément de réponse, il y en a un qu'on pourrait citer, c'est le Sherlock Holmes de Guy Ritchie, qui est plutôt dans un style cinématographique un peu steampunk,
dans les costumes, dans la thématique abordée, mais aussi dans il a après une manière de filmer qui est très intéressante, notamment avec des combats au ralenti que j'ai repris notamment dans la scène d'introduction du Royaume à vapeur. Ce qui effectivement, ça a été un gros compliqué. Faut pas se leurrer, la plupart des sources d'inspiration cinématographique que j'ai trouvées, elles n'étaient pas mainstream, c'est-à-dire elles n'étaient pas faites par des gros studios. Vous avez Mortal Engine. Bon, je prononcerai mal, ce qui a été financé en partie, je crois, par Peter Jackson, que l'on pourrait citer, que j'avais regardé, dont je me suis ennuyé à mourir, mais qui était une tentative en fait de steampunk assez intéressante. Et pourquoi, à ton avis, il y a si peu de personnes qui tentent le steampunk Parce que je pense que c'est un élément à la fois codifié et très libre, où on peut partir au niveau artistique assez facilement dans tous les sens. Et je pense aussi, c'est aussi une question de budget, je pense aussi de leur côté. Comme je vous expliquais, ça demande un décorum assez impressionnant. Bon, vous allez me dire maintenant, il y a les images en 3D, etc., qui facilitent effectivement beaucoup de choses. Mais il n'y a peut-être pas un public assez large pour justement, par rapport à l'heroic fantasy ou autre chose, pour permettre un développement de plus en plus grand. Mais vous voyez, c'est comme le cyberpunk. Hein, il suffit parfois en fait d'un élément d'une série Netflix qui est produite pour que le genre artistique justement revienne à ce alors c'est une série animée, mais il y a eu Arcane, série basée sur League of Legends là, qui est en steampunk. Moi j'ai pensé un peu à ça quand Mr. K24 cherchait un petit peu ce qui avait pu être fait récemment. Et ça a pas créé, la série a créé un engouement, mais ça n'a pas créé un engouement pour le steampunk, quoi. Pour le moment en tout cas. Oui, c'est peut-être parce que c'est pas dans l'air du temps. Après, est-ce que c'est pas aussi par rapport à la thématique de fond qui est abordée dans le steampunk, c'est-à-dire que c'est un monde, comment dirais-je, du 19e siècle, un peu, comment dirais-je, un peu fantasmé, par rapport au cyberpunk qui est quelque chose d'assez sombre, d'assez noir. Le steampunk surfe beaucoup en fait avec la nostalgie à une époque où les sociétés occidentales étaient quand même en fait maîtresses du monde. Et je pense que par rapport à, je sais pas, la Chine ou à d'autres fonds de financement, ça pose peut-être des problèmes de mettre au goût du jour, par exemple, l'apanage de la société victorienne qui représente l'élite mondiale à ce moment-là. C'est peut-être ça. Ok. C'est sérieux ce soir l'émission. On peut parler paella si vous voulez. Ah ben nous, notre niveau, il est là. Hein. Il est paella. Ah oui. Hein. Si on sort de la paella, nous, on a un niveau paella. Voilà, ouais, alors je sais pas si je dirais qu'on a un niveau paella, parce que tu vois, avec Mélu, on avait quand même un projet steampunk à une époque qu'on a décidé de mettre de côté, car effectivement, techniquement très compliqué à mettre en œuvre. Mais le projet est toujours là, l'envie est toujours là. Il manque plus que de trouver des montants à 6 chiffres pour le tourner. Peut-être qu'on fera appel à ton expertise. Ouais, c'est la même logique. Aucun souci, pas de problème. Non, j'ai failli faire justement en termes de financement, comment j'ai fait. J'ai failli faire un financement participatif, j'en avais fait en fait pour mes anciens projets. Celui-là, j'en ai pas eu besoin. Alors déjà parce que au lieu des 10 jours, ça s'est échelonné sur 1 an et demi le tournage. Mais non, on a été soutenu par la région Bretagne avec un fonds de subvention, qui s'appelle le programme de création associatif, qui est destiné pile poil en fait aux associations pour faire des courts métrages. Et on a eu le budget en tout, on a eu 2500 € de la région Bretagne, et le film en tout a coûté, le Royaume à vapeur a coûté 4200 €. Ça va. C'est relativement bon marché. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Et c'est parce qu'on a la chance en fait en Bretagne d'avoir un réseau associatif et des gens qui sont hyper motivés, investis, qui comptent pas leurs heures. L'équipe dont j'ai bénéficié, en fait, j'ai fait un peu de lèche, mais elle est formidable. Que ce soit au niveau des 15 acteurs ou des 12 techniciens, ils étaient super bien, parce que je les ai rappelés finalement 2 fois de plus à cause des confinements, parce que je me suis suivi les 3 confinements tout du long du tournage, et ils sont revenus et ils étaient toujours disponibles. Non, la Bretagne a la chance d'avoir un réseau associatif vraiment fort. Il y a Mr. K24 qui avait une autre question du coup, qui demandait comment on abordait la bande originale d'un film steampunk. Comme la musique. Comme la musique steampunk, c'est-à-dire que non, alors oui. Ah bon?
Oui, il y en a. Il y a des groupes qui se proclament Énorme. musique steampunk. Il y en a quelques-uns, on peut en trouver. Après, je sais pas trop. Oui, effectivement, on peut rajouter quelques bruits de boulons, de jets de vapeur, etc. Effectivement, on peut faire une musique un peu comme ça. Non, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était une musique classique du 19e siècle qui s'en rapprochait. Mon inspiration principale, c'était le canon de Pachelbel pour vous situer, de manière justement à donner un côté un peu épopée, un peu épique, un peu aventure aussi, en pensant aussi à Jules Verne. Au niveau de la scène de bagarre au début du film, est-ce que tu as eu des vrais cascadeurs qui ont participé ou est-ce que ça a été coaché? Comment ça s'est passé? Comment faire? Alors, en fait, j'ai trouvé la bonne personne. Il s'agit en fait d'un mec que je connais bien, un pote à moi depuis maintenant 11 ans. Il s'appelle Sébastien Philippe. C'est un mec qui est fan de Jean-Claude Van Damme. Et il a fait 15 films, que des films de baston. Il fait que ça. La Et il fait ça bagarre. très La bien. bagarre. Et moi, dès que j'ai un problème, la bagarre, voilà. Mais par contre, il est très bon là-dessus. Il est exceptionnel. Pour vous dire, on n'a pas eu un seul accident depuis toujours. Et moi, dès que j'ai en fait, quand j'écris un scénario de film, dès que j'ai une scène de baston, et ben j'appelle Sébastien Philippe, je lui dis bon bah tu vas venir sur le plateau. Et le mec, il est génial parce que il arrive sur le plateau, je lui dis voilà, là le point A c'est ça, le point B, mon personnage il doit aller là. Entre les deux, il y a une baston, faut que tu te débrouilles, t'inventes. Et il m'a tout fait. Il a joué avec les menhirs, il a joué avec les différents mecs, tout en à la fois variant, si vous voulez, les prises de combat, tout en donnant un rythme assez soutenu, ce que je voulais. Et c'est un mec qui a la chance aussi de s'adapter au potentiel des gens. C'est-à-dire que vous pouvez venir faire une scène de baston avec lui, avoir aucune expérience de plateau, ou à la fois, ou au contraire, être ceinture noire en fait de karaté. Il a tourné dernièrement, je l'ai fait tourner avec le champion du monde de boxe thaï. Le mec sait s'adapter. Et il n'y a jamais de, il y a jamais de coups, il n'y a jamais, comment dire, de problème. Donc en fait, la solution, c'est de trouver la bonne personne pour réussir une scène de baston. Énorme. On va revenir un peu à tes origines et ce qui fait que tu es réalisateur aujourd'hui. Et du coup, par quoi tu as commencé à faire des films? Quel est le nom de ton premier film, par exemple? Le nom de mon premier film, ça a été Bye Bye Bird. Bah, c'était justement un cyberpunk. C'était un cyberpunk parce que ça, c'est pareil, c'était un courant artistique qui avait, c'était en 2011-2012. C'est un courant artistique qui n'avait pas été fait depuis longtemps. J'avais vu un vieux film qui s'appelait Johnny Mnemonic avec Keanu Reeves que j'avais. Bon, à l'époque, j'étais jeune, hein, et quand vous êtes jeune, vous regardez un film, il vous éblouit, et puis à la fin, vous le regardez 20 ans après, vous vous dites ah ouais mince. Ouais, bon, c'était mignon, mais ça casse pas non plus. Trois pattes à un canard. Et l'idée, c'est que je voulais faire un cyberpunk parce que c'était l'envie d'évasion, l'envie en fait de raconter une histoire qui mixe à la fois des références manga et japonaises, et aussi parce que ce qui est pratique par le cyberpunk, c'est que vous devez avoir un monde complètement délabré. Et ça, c'était facile à trouver en termes de décor. Et dans tous les films que tu as réalisés, quel est ton personnage préféré que tu as écrit et ou joué? Ah oui, alors mon personnage préféré, ça a été Jacques Bonhomme. C'est un espion français qui a un avatar en fait de James Bond, mais qui est beaucoup plus en fait terre à terre parce qu'il fait que du contre-espionnage. Et on a fait 3 films en fait avec l'association, un en 2006, un en 2009 et en 2017. Et voilà, c'était voilà. Bah, l'idée, voilà, c'était de faire une saga et pourquoi pas, l'avenir pourra peut-être nous amener à faire en fait un 4e volet. Là-dessus, ça va dépendre aussi des réalisateurs potentiels. Joli. Eh ben, on va faire un petit tour de table des questions. Si Guillaume et Maël, vous avez des questions pour Benoît avant qu'on passe à la page. Je laisse Maël, j'ai déjà posé pas mal de questions tout à l'heure. Comment ça, t'as posé? Oui, moi j'ai une question. Alors je rassure, c'est pas une question existentielle. Quoique. Quand on voit le titre du film, Le Royaume à vapeur, on pense à une certaine période historique. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qui t'attire quand tu penses à cette période en fait? Alors cette période, en fait, effectivement, le titre, il n'est pas choisi par hasard. Le titre, c'est un projet politique qui va mal tourner. L'idée, c'est de bâtir en fait un royaume avec de la vapeur, donc avec la force mécanique. Ce qui m'attire en fait dans le 19e siècle spécifiquement français, c'est que c'est une période de l'histoire, un siècle à peu près, où vous avez un énorme bouleversement
politiques, sociaux, économiques. Le monde change totalement, accélère énormément, et vous vous retrouvez pas entre le début du siècle et la fin du siècle. Et vous passez par tous les régimes, la monarchie, la république, l'empire, vous créez des colonies partout. Enfin, c'est un siècle extrêmement riche au niveau de l'histoire de France. Parce que, comme je vous avais dit, en fait, j'ai fait des études en histoire. Il n'y a pas beaucoup moyen de les rentabiliser. Mais bon, à ce moment-là, écrire, ça permet peut-être d'avoir un peu de pognon, mais bon, on attend encore, quoi. Et voilà, l'idée, c'était ça, le 19e siècle, parce que c'est extrêmement riche en termes de protagonistes, d'événements politiques et sociaux. Guillaume? Ok, bah, moi je vais reprendre la question de Mister K24. Moi je me sacrifie pour les gens du chat qui demandent pourquoi des univers dystopiques du coup. Ah, des univers dystopiques. Ah, la dystopie. Alors la dystopie, qu'est-ce que c'est la dystopie? C'est vrai que vous avez bien relevé le niveau en fait au niveau de Sofa Live. Dystopie, bon, on sait tous que c'est une utopie qui tourne mal, mais parce que la dystopie c'est bien, l'utopie c'est chiant, tout simplement. Au moins la dystopie, il y a un malheur, il y a de l'événement, enfin, il y a de la tension, il y a de la nervosité, et il y a des héros qui se révèlent. Et c'était beaucoup plus intéressant en fait de créer quelque chose qui tourne mal et qu'on essaie en fait de combattre plutôt que l'inverse. Même si je rejoins plus la dystopie pour le cyberpunk, le steampunk, on est plutôt dans un parfum nostalgique d'une fin de règne, d'une fin de siècle, qui fait que voilà, on sourit encore en fait une dernière fois avant le grand malheur. Pour moi, c'est ça en fait. Vous avez un semblant de positivité encore dans le steampunk, et c'est qui fait aussi le charme en fait à la fois des costumes, des intrigues. Les personnages du steampunk sont généralement élégants, de la haute société, etc. Ce que vous n'avez pas peut-être dans d'autres styles. Voilà. Je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais j'avais envie de dire ça. Ça me semble très bien. Hein. Je pense que la question, c'était pourquoi tu aimais ces univers-là. Voilà. Donc là, je pense que la réponse est toute trouvée. Là. Ouais. Bon, ben, merci Benoît pour la présentation du Royaume à vapeur. Donc, on peut retrouver le film sur Sofa dès aujourd'hui. En fait, il est même disponible depuis 3 semaines maintenant et avant Noël.